Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Faut que ça change sur Sud Radio chaque semaine, ici à 20h30, juste avant le rugby. Et d'ailleurs, vous restez bien connectés si vous avez envie de suivre cette rencontre aujourd'hui avec vous, Mathéo. Aujourd'hui, bonsoir, on va parler de quoi ? On va parler d'un rooftop inaccessible à Montpellier. Une personne sur 3 est en situation de handicap en France et l'inaccessibilité du cadre bâti est un sujet. D'ailleurs, on en parle chaque semaine dans Faut que ça change sur Sud Radio. Avec vous, Salim Ejdaini, bonsoir, vous êtes à distance. Bonsoir. On va parler de quoi en deuxième partie d'émission ? Aujourd'hui, on parle d'enfants avec des monuments étincelants et des transports scolaires manquants. Eh bien, ça promet. La ministre en charge des personnes en situation de handicap et des personnes âgées de l'autonomie, démissionnaire de ce gouvernement Bayrou, sera aussi avec nous en deuxième partie d'émission. On reviendra avec elle sur cette rentrée scolaire. Cette rentrée scolaire où des milliers d'enfants en situation de handicap n'ont toujours pas de place à l'école. Également, nous reviendrons sur la nomination de son ancien collègue, ancien ministre des Armées, démissionnaire. Lui aussi, mais lui, par contre, il a un nouveau travail. Il est Premier ministre et on lui demandera ce qu'elle en pense. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'elle y voit un bon signe ? Ou puisqu'elle est elle-même députée Horizon, sortira-t-elle du prisme de ce nouveau gouvernement ? En tout cas, on verra ça avec elle en deuxième partie d'émission. Vous restez bien connectés. Sud Radio, faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Et c'est une enquête Sud Radio, Mathéo, que vous nous révélez aujourd'hui avec ce fameux quorum à Montpellier, inaccessible aux personnes en situation de handicap. Eh bien oui, Anthony, depuis 2 ans, ce quorum a ouvert un rooftop de manière éphémère chaque été. Mais le problème, c'est que celui-ci se retrouve inaccessible pour les personnes en situation de handicap et se retrouve donc hors la loi de 2005 qui stipule que chaque personne recevant du public... recevant du public doit être conforme, et donc ce n'est pas conforme, le cas. Ça veut dire accessible. Oui, accessible, et donc ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, aucune solution supplétive n'a été trouvée, malgré plusieurs propositions de la part de différentes associations. Et donc, pour parler de ce sujet, nous recevons Emmanuel Huneau. Bonsoir Emmanuel. Oui, bonjour et merci de votre accueil. Donc vous êtes, pour vous situer, une personne en situation de handicap en fauteuil roulant, et donc aujourd'hui vous avez décidé de porter plainte contre le responsable du panorama de ce quorum à Montpellier. Pourquoi avoir déposé plainte aujourd'hui ? Parce que je trouve que le traitement que l'on nous fait est totalement inadmissible et rabaissant à l'égard des personnes handicapées. Qu'est-ce que vous trouvez rabaissant ? Excusez-moi, Emmanuel. Eh bien, écoutez, on nous a proposé une compensation. Il faut savoir que le rooftop offre une vue à 360 degrés sur le haut du toit du quorum de Montpellier. C'est quelque chose d'assez sympathique, j'imagine, avec tous les soirs des fêtes, du cinéma, de la musique, de la dégustation de vin, des repas, des concerts de l'Orchestre National. Ce soir, je crois que c'est le festival Arabesque, qui est financé par les collectivités, je le précise. Et bref, à nous, on nous propose à l'étage. Excusez-moi, Emmanuel, on a du mal à vous entendre. Je pense qu'on va essayer de vous rappeler par téléphone parce que le son est vraiment très assuré. Salim Ejdaini, effectivement, quand un établissement éphémère reçoit du public, qu'il a été autorisé par une mairie, parce que c'est la mairie qui autorise l'ouverture d'un établissement ou qui décide même de sa fermeture, soit pour cause de sécurité incendie non conforme ou pour, dans ce cas-là, un lieu qui est inaccessible, l'établissement doit proposer des solutions supplétives ou alors c'est la mairie qui doit faire quelque chose. Oui, absolument. Souvent, les ERP, établissements recevant du public, en tout cas quand elles sont privées, ont tendance à faire un petit peu l'amalgame et à répondre, à se cacher un peu derrière leur petit doigt en disant oui, mais nous on n'est pas public, on est privé, on n'a aucune obligation en la matière, ce qui est totalement faux. Malheureusement, c'est une méconnaissance des obligations, ou bien à aller rechercher les impossibilités à travers le cadre bâti directement en disant ce sont des établissements, des bâtiments en dur qui ne peuvent pas être modifiés et auquel cas ça pose toujours quelques soucis. Ça peut rallonger un petit peu les démarches en l'occurrence. Mais voilà, la recherche doit se lancer et les démarches doivent se mettre en route.
Selon notre enquête, il y a même des sociétés qui auraient proposé des solutions supplétives à la mairie. Leur devis, leur proposition serait restée sans réponse. Matteo Lamblot, qu'est-ce que nous dit la mairie dans son droit de réponse ? Donc la mairie nous a répondu et nous a dit que l'étanchéité du toit du quorum doit être reprise en 2026 et que les travaux d'accessibilité seront réalisés à leur issue en lien étroit avec le comité de liaison accessibilité de la ville afin que l'ensemble du toit soit accessible. Mais bon, j'ai envie de dire, ça fait 2 ans que les associations se battent et qu'elles ne sont pas entendues, donc le mal est fait, autrement dit. Ça fait 2 saisons que cet établissement éphémère est ouvert, qu'il fonctionne. Vous, Emmanuel, ça y est, je crois qu'on vous a retrouvé. Vous avez porté plainte contre le gestionnaire de cet établissement. Vous entendez la réponse de la mairie ? Absolument pas. Non, je considère que la réponse n'est pas honnête, d'autant que c'est la 2e année que cette manifestation, que cet événement se déroule sur le toit du quorum et que déjà à la première année, des personnes handicapées ont manifesté leur mécontentement, ont envoyé des mails au maire qui étaient parfaitement au courant de l'inaccessibilité du rooftop du quorum. Ça fait donc 2 ans, il y avait tout le temps de faire des travaux de mise en conformité, de mettre un plan incliné ou d'utiliser ce système qui a fait ses preuves, brillamment fait ses preuves durant les Jeux Olympiques, à savoir ce SAMV mobilité verticale. Donc non, je n'entends pas et je n'accepte pas la réponse de la mairie que je trouve légère et dédaigneuse. Matteo Lamblot. Et oui, Emmanuel, vous me confiez hors antenne que c'était la première fois en 40 ans que vous vous sentiez mis à l'écart et discriminé, c'est bien cela ? Vraiment oui, là c'est vraiment de plein fouet que je ressens ça. J'ai beaucoup d'amis qui sont allés sur le rooftop et je les comprends bien parce qu'il y a beaucoup d'événements tous les soirs qui se déroulent à l'étage au-dessus. Alors en commençant par le coucher de soleil et la vue à 360 degrés, dit le maire, que nous on ne connaît pas, puisque nous on est à peine 120 degrés sous couvert, à moitié couvert, avec vue sur le nord. Emmanuel, pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il aurait fallu que la mairie fasse pour que votre accessibilité soit pleine et entière, vous qui êtes utilisateur de fauteuils roulants, comme d'autres qui se sont plaints de cette situation ? Alors, faire appel à des associations de handicapés, ce qu'elle n'a pas fait, soit faire appel à une société qui est spécialisée dans les plateformes modulables. Je précise que tout le monde, il y a le FID, vous savez, qui est un sport extrême à Montpellier. Je pense qu'on est parfaitement capable de réaliser des plans inclinés. Ou alors, comme je vous le disais, faire appel à la société qui a été utilisée pour transporter les fauteuils roulants pendant les Jeux Olympiques afin de pouvoir monter les escaliers. Voilà. Matteo Lamblot. Oui, Emmanuel, il y a eu aussi un épisode lors de l'ouverture d'un cinéma en plein air sur ce rooftop où vous aviez été mis un étage plus bas avec un écran télé, c'est ça ? Un écran télé qui était absent. La personne m'a expliqué que le câble HDMI était cassé. Enfin, écoutez, c'est du n'importe quoi, un câble HDMI. Ouais. Moi, j'ai jamais entendu ça. Donc, globalement, vous, ce que vous dites aujourd'hui, en portant plainte contre ce gestionnaire d'établissement éphémère à Montpellier sur le rooftop du quorum, c'est que ça ne peut plus durer. Et à 2 années de suite, consécutives, je me répète en plus en disant cela, je m'en rends compte, je suis désolé. Vous trouvez ça inacceptable. Est-ce que vous allez porter plainte contre la mairie de Montpellier ? Je pense que je vais déposer une plainte à l'égard de la mairie. Bon, écoutez, en tout cas, merci Emmanuel d'être venu témoigner ici dans Faut que ça change sur Sud Radio pour bien parler de cette histoire complètement invraisemblable. Je le rappelle, le rooftop du quorum à Montpellier qui est totalement rendu inaccessible alors même que l'on autorise un gérant d'établissement éphémère à ouvrir 2 années consécutives et que les travaux de mise en accessibilité seront confondus, si j'ai bien compris Mathéo, ça c'est la réponse de la mairie, avec des travaux d'étanchéité de la toiture l'année prochaine. Eh bien, écoutez, en tout cas, Sud Radio, on sera très attentif à voir ce qui se passe l'année prochaine et si ces travaux sont bel et bien réalisés. Je le regrette par ailleurs que monsieur le maire n'ait pas daigné vouloir répondre à nos questions. Ça montre peut-être aussi la considération qu'il peut porter à ces questions. Vous bougez pas sur Sud Radio.
Radio. On revient dans un instant avec mon invité politique du jour, Charlotte Parmentier-Lecocq. Vous la connaissez bien, elle est déjà venue plusieurs fois dans l'émission. Elle est ministre démissionnaire en charge de l'autonomie et des personnes handicapées. Et on reviendra avec elle sur cette rentrée scolaire, également sur cette rentrée politique. Est-ce qu'elle se satisfait de la nomination de Sébastien Lecornu? Merci Mathéo Lamblot d'avoir été avec nous pour cette première partie d'émission. Vous ne bougez pas sur Sud Radio, on revient juste après. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio. Merci d'être toujours là au rendez-vous pour Faut que ça change. Cette émission qui vous donne la parole. Un Français sur 3 est en situation de handicap et c'est sans compter les personnes qui vivent autour d'elle, qui sont concernées directement ou indirectement. Je pense notamment aux aidants, mais aussi à tous ceux qui travaillent dans cette économie. 30 millions de personnes seraient concernées en France. Rendez-vous compte, c'est quasiment un Français sur 2. Pour en parler avec moi, Salim Ejnaini, vous êtes toujours là, à distance? Oui, tout à fait. Super. Absolument. Avec vous, tout de suite, on va revenir sur ce que disent les réseaux sociaux. Et puis, juste après, on recevra Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre, je le disais juste avant, de l'autonomie des personnes en situation de handicap, démissionnaire. Peut-être sera-t-elle dans le gouvernement de Sébastien Lecornu. Est-ce qu'elle obtiendra gain de cause? On l'espère ou on l'espère pas. En tout cas, on lui posera la question. Allez, Sud Radio, faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Salim Ejnaini, la story de la semaine avec vous. Qu'est-ce que nous disent les réseaux sociaux? 2 éléments côté réseaux sociaux cette semaine. Le premier, vous toutes et tous qui nous écoutez, peut-être avez-vous remarqué dans votre grande ville un monument étincelé, brillé de 1000 feux ce soir. C'est le fête de Septembre en Or, cette belle cause portée par le mois de septembre au bénéfice des enfants atteints d'un cancer. Le cancer pédiatrique est la première maladie mortelle chez l'enfant et l'adolescent de moins de 15 ans. Une belle mobilisation, notamment du fait de l'association Laurette Fugain, de Imagine for Margot, de Rétinostop et de la Ligue contre le cancer, pour en citer quelques-unes. Une très très belle sollicitation en tout cas pour lutter, parce qu'évidemment c'est une collecte de fonds et on a besoin de faire avancer la cause. Super initiative, et d'ailleurs vous retrouverez sur Sud Radio, on vous mettra les informations concernant cette journée. Qu'est-ce qui se passe dans le Grand Est, Salim ? Dans le Grand Est, c'est la stupeur et l'incompréhension relevée dans un premier temps sur le compte de l'Easy Story qui nous fait état de la disparition des transports scolaires pour près de 2000 enfants et étudiants en situation de handicap. C'est d'abord une lettre de notification positive de la MDPH et du Conseil européen d'Alsace qui est arrivé pour leur signifier que, oui, leur transport était pris en charge, mais plus sous la forme d'un chauffeur, d'un taxi ou d'un VSL, comme c'était le cas. Mais désormais, ce sont les transports en commun qui sont remboursés, ou bien des forfaits kilométriques pour défrayer les transports au cas où les parents accompagneraient leurs enfants, ce qui est, dans la plupart des cas, impossible, malheureusement. Donc un barème d'indemnité kilométrique, du coup. Ouais, 55 centimes du kilomètre, sous couvert d'une justification bien étrange, en tout cas quand ça leur est demandé. La réponse apportée aux familles, a priori, ça serait pour responsabiliser les parents, nous dit-on, et pour favoriser et encourager l'autonomie des jeunes concernés. Responsabiliser les parents et favoriser l'autonomie des jeunes ? Oui, tout à fait. C'est un petit peu surprenant. C'est une blague ou c'est vrai, Salim ? Non, c'est la vérité, malheureusement. Voilà, les sources sont multiples à ce sujet. Nos confrères de France 3, d'ailleurs, ont fait une enquête là-dessus. D'accord. Écoutez, on va accueillir notre invité politique du jour, Charlotte Parmentier-Lecocq. Bonsoir. Bonjour. Je rappelais, vous êtes ministre démissionnaire en charge de l'autonomie et des personnes handicapées. Petite réaction, là, à chaud, quand vous entendez ça. Vous trouvez ça pas normal, j'imagine ? Alors, je n'ai pas connaissance de cette décision, ni vraiment de tout ce qu'elle comporte. Oui, parce que c'est en local. Donc c'est compliqué de donner un avis en n'ayant vraiment que une petite partie des éléments. Mais si c'était vrai ? Le constat que je peux faire, c'est que quand même, partout sur le territoire, il y a par endroit des solutions qui fonctionnent et qui sont satisfaisantes, et d'autres qui ne fonctionnent pas, et des collectivités qui peinent à trouver la bonne formule. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai proposé, et on a commencé les travaux, autour de la question de la mobilité des personnes en situation de handicap, avec une réflexion autour on part des besoins d'une personne en situation de handicap, et en mettant autour de la table l'ensemble des niveaux de collectivités concernées,
pour voir quelles étaient les solutions à apporter, à améliorer, les bonnes pratiques à partager. Parce que chacune dispose d'une partie de la réponse. Il y a une partie qui concerne les départements, une partie qui concerne parfois les régions, les communes évidemment. Donc ça reste quand même, je crois, un point globalement d'amélioration et c'est à quoi on travaille. Salim Ejnaini, vous aviez une question pour Madame la Ministre. Oui, tout à fait. Il y a quand même là un vrai sujet, il y a un vrai marronnier, si on peut employer le terme dans les médias, autour de la scolarité, notamment des AESH. Il y a beaucoup de sujets. Quels sont les grands axes pour améliorer, pour poursuivre cet axe d'amélioration, notamment avec les PAS qui sont mis en route? Les pôles d'appui spécifiques. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces dispositifs pour la suite? Alors, l'esprit, c'est évidemment qu'on est dans l'objectif, dans l'ambition de l'école inclusive pleinement, de permettre que chaque enfant trouve efficacement sa place dans l'école. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut que l'enfant puisse être accompagné en adéquation avec ses besoins, mais aussi que tout le corps enseignant et les professionnels qui travaillent avec l'enfant tout au long de la journée et de sa scolarité soient eux-mêmes formés, outillés, accompagnés. Et donc, il y a plusieurs catégories de réponses et les pôles d'appui à la scolarité sont une des réponses, je crois, majeures et dont on a commencé à mesurer l'efficacité. Ça consiste à pouvoir détecter très vite en fait les besoins des enfants, enfin ce qu'on appelle les enfants avec des besoins particuliers. Ça peut concerner tout type de besoins. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir un professionnel de l'éducation à temps plein qui soit dédié sur un petit, à l'échelle d'un territoire, d'un petit nombre d'établissements, avec 2 équivalents temps plein du médico-social, spécifiquement pour détecter les besoins et pour pouvoir apporter l'accompagnement ou mobiliser les ressources qui existent sur un territoire. Et à côté de ça, évidemment, ça va être les AESH. C'est pour ça que... Les auxiliaires aux élèves en situation de handicap. Voilà, c'est ça, qu'on continue de recruter. Mais c'est vrai que même si leur nombre a beaucoup progressé, les besoins qu'on identifie sont aussi croissants. Donc on court aussi un peu après le rattrapage de ces besoins. Et par ailleurs, c'est vraiment apporter des réponses du médico-social au sein de l'école, avec les unités externalisées dédiées aux enfants. Donc plus d'accompagnement par des équipes paramédicales. Je voudrais qu'on parle maintenant de ce que vous avez dévoilé la semaine passée, juste avant d'être dans cette situation démissionnaire du gouvernement François Bayrou, sur votre boîte à outils d'accessibilité à destination des communes. Alors là, il va falloir m'expliquer pour que je comprenne mieux. Alors, je vous explique tout. Le constat, c'est que les ambitions de la loi 2005 ne sont pas pleinement atteintes. Quand je dis ça, je crois qu'on sera tous d'accord. On est tous d'accord. On signe. Pour autant, évidemment, personne ne s'en satisfait. Bien sûr. Et pour autant, on peut constater partout sur le territoire national des actions, des projets, des pratiques. Et on parlait de la mobilité, par exemple, tout à l'heure. Mais on peut parler du sport, de la culture, de toutes les questions qui touchent à la citoyenneté des personnes en situation de handicap pour lesquelles on peut voir des bonnes idées et de la méthode. Et le constat que j'ai pu faire, c'est que le premier ingrédient, c'est vraiment la volonté politique qui doit embarquer toute une équipe. À commencer par les communes. Voilà. Et pour moi, à commencer par les communes, puisque la commune, c'est vraiment le bassin de vie de chaque citoyen. Et donc, l'important, c'est qu'on puisse diffuser dans toutes les politiques publiques des communes la dimension d'accessibilité et de citoyenneté des personnes en situation de handicap. Donc, l'idée, c'est de leur apporter des outils, de la ressource, du partage, encore une fois, de bonnes pratiques repérées partout sur le territoire national, et on veillera à l'enrichir progressivement au fil du temps. Mais c'est de permettre qu'un élu au sport trouve tous les guides pratiques, les outils méthodologiques, les sources de financement qu'il peut mobiliser et les idées qu'il peut mobiliser. Le temps nous est compté. Ça dans sa politique. Ouais, le temps nous est compté. Salim, une question sur les MDPH.
Oui, tout à fait, Madame la Ministre. Un écueil, un gros sujet du handicap et sa détection, sa compensation, notamment par les maisons départementales des personnes handicapées. Vous avez lancé un chantier de simplification des reconnaissances et des démarches de manière générale à ce sujet. Que peut-on espérer? Survivra-t-il ce chantier? Vous avez fait une restitution à ce sujet, Charlotte Parmentier-Lecocq, avec votre Tour de France des solutions. Est-ce que vous allez pouvoir enfin simplifier les démarches des MDPH? Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu un travail vraiment en profondeur qui a été fait pour identifier les difficultés à lever. Et donc, c'est le travail qui a été fait avec et des personnes en situation de handicap et des professionnels du MDPH et les associations représentant les personnes en situation de handicap, à différents endroits du territoire national. Donc on a une matière importante avec un plan d'action qui a été approuvé par ce comité de pilotage que j'ai mis en place à ce moment-là. D'accord. Maintenant, on a une feuille de route très concrète avec des échéances et des actions. Évidemment, il faut que cette feuille de route, elle continue d'être portée politiquement. C'est ce que je souhaite, évidemment, pour la suite, puisque on a un certain nombre d'actions qui se déclinent dans le temps jusqu'au courant 2026 et qui doivent permettre de vraiment rendre les démarches beaucoup plus simples, le dossier MDPH plus simple et surtout réduire aussi le nombre de démarches. On a déjà commencé à le faire, notamment avec le président de l'ADF, en rappelant les règles de reconduction automatique déjà existantes et en ouvrant tous les chantiers sur lesquels je me suis engagée pour qu'on puisse augmenter les droits qui sont reconduits automatiquement. Du coup, on peut espérer quand même que les délais soient rapidement, d'ici à début 2026, raccourcis, si je comprends bien. Charlotte Parmentier-Lecocq, vous n'êtes pas censé ignorer, vous-même vous avez publié cette semaine un message de soutien suite à la nomination du nouveau Premier ministre, votre ancien collègue ministre des Armées démissionnaire, qui lui a du boulot, vous toujours pas, ou peut-être bientôt. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vous avez l'espoir de pouvoir avoir une continuité sur vos travaux? Est-ce que vous allez pouvoir continuer à travailler avec Sébastien Lecornu et puis avec un travail peut-être transpartisan? Alors, d'abord, la première préoccupation, c'est aussi celle de mon parti, Horizon. C'est qu'on trouve un budget et qu'on parvienne à obtenir un budget pour la France, comme on a réussi à le faire l'année dernière pour cette année. Là, il faut impérativement qu'on arrive à négocier tous ensemble un budget. Donc moi, j'ai salué aussi la nomination de Sébastien Lecornu, qui a cette volonté-là et qui a de grande qualité de négociateur. Il est capable d'écouter tout le monde. Et s'il y a une voie de passage, je pense qu'il la trouvera. Bon, très bien. Je suis désolé. C'est bien d'aider à œuvrer à cela, parce que c'est à partir de là qu'on pourra continuer à développer tous les engagements qui ont été pris. Merci Charlotte Parmentier-Lecocq. Je le rappelle, vous êtes ministre en charge de l'autonomie et des personnes en situation de handicap, démissionnaire de ce gouvernement Bayrou. Merci à Salim Ajdaïni d'avoir été avec nous pour m'accompagner dans cette émission. Vous ne bougez pas, sur Sud Radio, une rencontre rugby, vous allez adorer, j'en suis sûr. Toulon vs Castres avec Alexandre Priam et son équipe. Bougez pas, c'est juste après ça.